Depuis des siècles de l'enseignement de la philosophie et de la rationalité, on a tendance à penser que nous ne sommes plus à l'époque de la mythologie, que depuis l'apparition de la philosophie, grosso modo, il y a 2500 ans, du moins pour la tradition occidentale, nous sommes sortis de la mythologie. On pense qu'avant, les humains primitifs du Paléolithique vivaient dans la mythologie et que maintenant, depuis l'apparition de la philosophie, de la rationalité et de la pensée scientifique, que nous sommes sortis du mythe. Du moins, c'est ce qu'on enseigne, c'est même ce que votre livre, le manuel, laisse entendre. Dans cette matière à réflexion, on va poser la question, l'être humain peut-il sortir du mythe? Nous allons donc réfléchir sur la puissance de la fiction. La pensée mythologique, ou la capacité de fiction, n'a pas toujours été un trait de l'espèce humaine. L'histoire de la grande famille humaine remonte jusqu'à il y a 3 millions d'années. Mais l'histoire propre de Sapiens, elle commence, selon les dates que nous avons actuellement, il y a 200 000 ans environ. Pourtant, les premières traces du Sapiens archaïque ne laissaient pas voir de traces de religion, ou de fiction, ou de mythologie. Les indices de cette apparition sont donc assez récents dans l'histoire de l'humanité. Si on pense que l'humanité a 3 millions d'années, en fait, il se serait produit une révolution cognitive chez Sapiens, une modification des câblages, on va dire, du cerveau de Sapiens, qui serait survenue il y a entre 70 000 ans et 30 000 ans environ. C'est dans cette période, suite à la révolution cognitive chez Sapiens, qu'apparaît une effervescence incroyable au niveau de la créativité et au niveau des façons de penser et de communiquer. Il est apparu des nouvelles façons de penser et de communiquer, et ceci a ouvert énormément de possibilités pour Sapiens. Il y a eu différentes tentatives d'explication. Qu'est-ce que le nouveau langage des Sapiens avait de si particulier? Une première explication, c'est de dire qu'il est d'une étonnante souplesse, avec un nombre assez limité de sons qu'on agence ensemble, et un nombre assez limité de lettres. On a 26 lettres dans l'alphabet français, puis ça fait une quantité limitée de sons. Et pourtant, on est capable de produire une infinité de phrases nouvelles, inédites à chaque fois. Vous n'aurez jamais le temps de lire tout ce qui a pu s'écrire, et c'est encore plus vrai avec les réseaux sociaux et toutes les communications virtuelles. Donc, notre langage est d'une étonnante souplesse parce qu'on peut produire une infinité de sens avec un nombre limité de sons. Ça, c'est une première réponse. C'est pas celle qui intéresse notre auteur, qui va nous inspirer tout au long de cette matière à réflexion, qui est l'historien Yuval Noah Harari. Une deuxième réponse, qui a été une théorie qui marche quand même pas mal, c'est que le langage permettrait le commérage. Cette nouvelle possibilité de commérer, c'est-à-dire, on va dire, d'échanger des informations sur les autres et sur le monde, aurait permis à l'être humain de vivre en bande plus grande. Avant la révolution cognitive, et donc cette possibilité de commérer, les humains vivaient en petites bandes d'environ 50 à 100 êtres humains, avec les capacités du commérage, c'est-à-dire d'échanger des informations sur les autres êtres humains, surtout. Il était possible de savoir à qui on pouvait faire confiance, qu'est-ce qu'un tel avait fait, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait, et cela a permis, selon cette théorie du commérage, de créer des groupes plus gros. Donc, on aura pu vivre en bande de plusieurs centaines d'êtres humains grâce à cette capacité de commérer. Ça peut avoir l'air farfelu, mais c'est pourtant une théorie qui est très respectée encore aujourd'hui. Elle est probablement valable aussi, mais ce n'est pas celle-ci qui intéresse notre auteur. Il faut bien le dire, le langage des Sapiens n'est pas le premier langage. Les humains avant parlaient, utilisaient un langage, et les animaux utilisent une sorte de langage pour communiquer, eux aussi, des informations sur le monde. Les singes verts vont être capables d'avoir un cri qui va dire « Attention, un lion !» et un autre cri pour dire « Attention, un aigle !» Ce qui ferait la caractéristique véritablement unique de notre langage serait en fait de pouvoir parler de choses qui n'existent pas. Ça serait cette faculté de parler de fiction, de choses qui n'existent pas dans la réalité matérielle, qui serait
le trait le plus singulier, c'est-à-dire le plus spécial, le plus unique et particulier du langage de Sapiens. C'est aussi cette faculté de parler de fiction qui fait la puissance de Sapiens. Ça peut sembler étonnant que la capacité de parler et de croire à des choses qui n'existent pas est ce qui fait notre puissance, et c'est bien la thèse de notre auteur Harari, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette matière à réflexion. Pour Harari, c'est la fiction qui nous a permis d'imaginer des choses et de le faire collectivement. C'est ainsi que Sapiens se crée des mythes. Quand on imagine une chose et qu'on y croit tous ensemble, ça devient un mythe. Les humains se sont créés un réseau de mythes, d'histoires entremêlées qui expliquaient l'origine du monde, comment se comporter dans le monde, qui transmettaient finalement les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire. Selon la plupart des penseurs, des professeurs de philosophie, oui, depuis l'apparition de la philosophie, on sait que les récits mythologiques sont des mythes, on sait que ce sont des histoires inventées, et maintenant, dit-on, on essaie de trouver les véritables explications sur l'origine du monde, de la vie ou des choses. C'est vrai. Cependant, est-ce que même si on a une démarche scientifique pour expliquer l'origine de la vie ou la création de l'univers, ça, on va pas dire que ça, c'est de la mythologie, on essaye de trouver une explication scientifique. Est-ce que pour autant, on est sorti du mythe? Eh bien non. Encore aujourd'hui, seul l'être humain peut croire à des choses qui n'existent pas. Vous aurez beau prononcer toutes les paroles, jamais vous ne convaincrez ce singe de vous donner sa banane en lui disant qu'il sera récompensé au centuple au paradis des singes. Clarifions une chose, d'abord et avant tout. Un mythe n'est pas un mensonge. Dans le vocabulaire courant, on va utiliser le mot mythe ou en fait mythomanie pour parler de quelqu'un qui va raconter des mensonges de manière compulsive. Dans le cadre du cours, on va comprendre qu'un mythe, en fait, c'est pas du tout un mensonge. Un mythe, ça fait partie, dans la définition classique, c'est la série d'histoires que se racontaient les humains. Vous avez vu le mythe de Prométhée, je vous l'ai raconté. Je mens lorsque je dis une chose en sachant parfaitement qu'elle n'est pas vraie. C'est comme l'histoire du singe vert qui crie « Attention, un aigle !» pour effrayer son ami qui venait de trouver une banane, son ami singe. L'autre ami effrayé abandonne sa banane. Et le singe qui a fait le mensonge, oui, un singe peut mentir. On a vu ça dans le règne animal, chez les singes verts notamment. Et le deuxième singe qui avait fait le mensonge s'empare de la banane, tout content d'avoir eu cette idée qui avait fonctionné. Donc ça, c'est un mensonge, même chez les singes. Un mythe vivant et bien réel. Un mythe exerce une force dans le monde. Tant que le mythe est vivant, c'est-à-dire tant que suffisamment de gens y croient et vivent à l'intérieur de cette histoire et réalisent cette histoire et se comportent en suivant les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire qui sont issus du mythe. Donc, tant que suffisamment de gens, d'êtres humains y croient, le mythe est vivant. Tant qu'il est vivant, il est réel. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Le mythe exerce une force dans le monde. C'est sûr que le mythe qui n'est plus vivant, c'est-à-dire un mythe du passé, un mythe qui est mort, on ne croit plus aujourd'hui collectivement au mythe de Prométhée. On ne croit plus que l'être humain tire son origine divine, sa particularité dans le monde, parce que Prométhée est allé voler le feu chez Héphaïstos. Pourtant, si on recule de 2500 ans, en Grèce, eh bien, les gens y croyaient collectivement, vivaient et réalisaient la vie, la cité, réalisaient la volonté de Zeus, obéissaient aux lois parce que Zeus l'avait dit, parce que Prométhée avait volé le feu et que ça avait donné la particularité de l'humain. Maintenant, nous ne croyons plus au mythe de Prométhée. C'est pourquoi c'est ce que les professeurs de philosophie disent, ça c'est de la mythologie, donc comme si c'était les histoires anciennes qui ne sont pas les explications scientifiques. Pourtant, aujourd'hui, si on prend le temps d'y réfléchir quelque peu, on se rend compte qu'on croit encore à beaucoup de choses qui n'existent que dans notre imagination. On a encore un réseau d'histoires auxquelles on croit, qui sont des pures fictions, qui n'existent que dans l'imaginaire des sapiens, et qui pourtant sont bien réels et exercent une force dans le monde.
Prenons, par exemple, le mythe des États-nations. Ici, les États-Unis. C'est une histoire. C'est un grand mythe. Les gens y croient. Ici, on a un drapeau qui symbolise une tonne de choses, qui représente des valeurs, qui représente des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, qui correspondent aux États-Unis d'Amérique. Mais quand on y pense, les États-Unis d'Amérique n'existent que dans l'imaginaire des sapiens. Oh oui, il y a un territoire, il y a des roches, il y a des montagnes, il y a des lacs, il y a des maisons, il y a des humains, il y a des drapeaux américains. Mais nulle part est-ce qu'on a réellement aussi concret qu'une roche ou qu'une rivière, nulle part ailleurs que dans l'imagination n'existent les États-Unis d'Amérique. Ce mythe national, je prends les États-Unis, mais ça pourrait être le Canada, ça pourrait être en fait n'importe quel autre pays, cette idée d'avoir découpé, tracé des lignes sur le globe terrestre et dire ceci est les États-Unis, ceci est le Canada, ça existe matériellement nulle part. Là. Ça se rattache absolument à rien. Il y a même des pays en Afrique, des découpages qui ont été faits des frontières des pays d'Afrique, qui ont divisé des populations, qui sont devenues malgré eux en opposition parce qu'ils n'étaient plus dans le même pays alors que c'était des frères et sœurs. Donc, les frontières nationales, c'est souvent bien arbitraire. Ça repose sur des histoires qu'on se raconte sur ce pays, cet autre pays. Tout ça n'existe, quand on y pense, que dans notre imaginaire. La liberté. L'idée de liberté. Ici, au mieux, on va trouver la statue de la liberté. En métal. Vous ne photographiez pas la liberté, vous photographiez une représentation de la liberté. La liberté n'existe en fait que dans l'imaginaire des sapiens. Et c'est parce que suffisamment d'humains croient en la liberté, vivent pour réaliser la liberté dans le monde, que la liberté est réelle et qu'elle exerce une force dans le monde. L'argent. L'argent, vous allez me ramasser du plastique, du papier ou des chiffres à l'écran. Mais l'argent n'existe pas. L'argent n'existe pas concrètement, comme un lion ou une roche ou une rivière. L'argent existe parce qu'un grand nombre d'êtres humains y croient. Il y a un certain nombre de personnes qui vivent plutôt en marge de la société puis qui disent « l'argent c'est de la merde, c'est juste des bouts de papier, ça n'a pas de véritable valeur ». Ils ont bien raison et eux ne croient pas dans ce mythe. Ils ont raison de dire que ça n'existe pas comme une roche, un lion ou une rivière. Ça, en ce sens-là, ils ont raison. Maintenant, ils ne vivent pas dans le mythe et ne réalisent pas le mythe de l'argent. Travailler, gagner de l'argent, dépenser son argent, échanger son argent. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, allez poser la question à un professeur d'économie et demandez-lui qu'est-ce qui donne la valeur à l'argent. Est-ce que c'est parce qu'on a écrit 100 sur le billet, ou 1000, ou 1 milliard? Il va dire non. Ce qui donne la valeur à l'argent, c'est la confiance que les gens mettent en l'argent. Le jour où les humains retirent leur confiance, n'ont plus confiance en l'argent, vous avez beau avoir 1 milliard dans votre compte de banque, ça ne vaut plus rien. C'est bien la preuve que l'argent n'existe pas à l'extérieur de l'imagination collective des sapiens. Un dernier exemple, la beauté. Le mythe de la beauté. On se raconte des histoires avec le mythe de la beauté. Le mythe de la beauté, d'ailleurs, évolue d'une époque à l'autre. Et pourtant, même si ça n'existe qu'à l'état de fiction, qu'à l'état imaginaire, ça exerce pourtant tout ça une force incroyable dans le monde. L'argent, la beauté, les drapeaux, les nations, les pays, c'est énorme l'impact que ça a dans la vie et sur la planète Terre. Faisons un petit jeu maintenant. Allez-y, je vous donne le droit d'aller partout. Sortez où vous voulez, faites ce que vous voulez, allez où vous voulez et ramenez-moi un spécimen de justice. Au mieux, vous allez me revenir avec un marteau d'un juge ou peut-être encore mieux, un juge. Et vous allez dire, ben oui, mais ça c'est un marteau de juge puis ça c'est un juge, là, je te ramène la justice. Je vais dire non, vous m'avez ramené un morceau de bois gossé qui sert à taper, vous m'avez ramené un être humain que vous dites qui est un juge, mais vous m'avez ramené un être humain, vous m'avez pas ramené la justice. Essayez maintenant de me ramener un spécimen des droits de la personne. Allez dans la jungle, dans la forêt, dans le désert, dans l'espace, au centre de la Terre, allez en ville, à Montréal, à New York, ramenez-moi un spécimen de droits de la personne. On a beau écrire ça sur des chartes,
Vous allez me ramener en papier la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais vous dire, tout ce que tu m'as ramené, c'est un bout de papier sur lequel on a tracé des lignes. Les droits de l'homme n'existent pas, à l'exception de l'imaginaire collectif des sapiens. En fait, quel que soit l'objet du mythe, il n'existe nulle part. Nulle part? Non. Il existe nulle part à l'extérieur de l'imagination collective. Et ça, c'est bien suffisant pour faire exister les choses. C'est bien suffisant pour rendre réelles ces choses. La liberté, la justice, la beauté, l'argent, les frontières nationales. L'objet du mythe n'existe nulle part à l'extérieur de l'imagination des sapiens parce que c'est une construction, non pas naturelle, mais c'est une construction sociale. Et c'est pour ça qu'en forêt, vous trouverez des roches, des feuilles, des foins, des écureuils, mais vous trouverez ni liberté, ni richesse, ni justice, ni frontières nationales, ni droits de l'homme, ni drapeau, ni États-Unis, ni Google. Tout ça n'existe que dans l'imaginaire collectif des sapiens. Qu'est-ce qui fait que le mythe, la capacité de créer des fictions et d'y croire collectivement, donne autant de puissance à Sapiens? C'est qu'en fait, il cumule, Sapiens, avec ça, les deux forces du langage. Il est capable de coopérer en masse, donc d'être des millions, voire des milliards, il n'y a pas de limite au nombre d'êtres humains qui peuvent coopérer, travailler ensemble lorsqu'ils adhèrent à un mythe commun et qui travaillent à le réaliser. Avec le langage symbolique de Sapiens, on cumule les deux forces. On peut être souple, donc on peut évoluer, on peut changer, se transformer, s'adapter, et en même temps, on peut faire ça par milliards. C'est incroyable. Mettez 1 milliard d'êtres vivants qui travaillent ensemble à réaliser quelque chose, et bien vous comprenez pourquoi l'humain, qui était somme toute un primate bipède très très ordinaire, et même mal équipé pour survivre naturellement, qui avait très peu de probabilité de survie, eh bien, il s'est retrouvé à s'en aller conquérir le monde, vivre dans les habitats les plus diversifiés et même aller dans l'espace avec une navette spatiale. C'est de là que l'humain tire sa grande puissance. Et c'est ce qui lui permet, selon Harari, de diriger le monde. Au fil du temps, la réalité imaginaire est devenue toujours plus puissante, au point que de nos jours, la survie même des rivières, des arbres et des lions dépend de la grâce des entités imaginaires comme le Dieu Tout-Puissant, les États-Unis ou Google. Alors, comme êtres humains, pouvons-nous sortir du mythe? À cette question, il semblerait que nous ne pouvons pas sortir du mythe. Nous sommes des êtres de mythe. Nous construisons des réalités imaginaires et nous n'avons pas envie d'en sortir. L'égalité, la liberté, la beauté, la justice, tout ça existe dans l'imaginaire des sapiens. Certains vont dire l'argent, on devrait peut-être être moins organisé sur l'argent. D'autres vont dire c'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour organiser les choses et être aussi nombreux à vivre ensemble puis à échanger nos services et à participer à notre société. C'est grâce à l'argent qu'on a pu faire tout ça. Les débats sont lancés, on peut en discuter longuement. Est-ce que l'argent est un mythe dans lequel nous voulons vivre? Mais toujours est-il qu'il existe et qu'il existe encore et qu'il exerce une puissance sur le monde, une force dans le monde, l'argent. Il nous fait agir, l'argent. Il a une influence sur les ressources naturelles, sur la faune, la flore. Donc, tout ce que l'argent a comme force dans le monde, c'est incroyable. Et ça n'existe, cette force, que parce que nous sommes des milliards à y croire. Tant qu'on sera des sapiens, avec notre langage symbolique, notre capacité d'imaginer des choses qui n'existent pas et d'y croire collectivement, nous ne pourrons sortir du mythe. Et cela, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Plutôt que d'essayer de sortir du mythe, ce qui semble impossible pour un sapiens, peut-être devrions-nous nous créer ensemble de meilleurs mythes. Si on pense que le développement industriel, la technologie, tout ça n'existe que parce qu'on y a cru et qu'on a cru que c'était ça la vie, que c'était ça l'avenir de l'humain et que finalement on s'est trompé jusqu'à un certain point
On a développé la Terre, on a développé notre technologie, on a développé notre société, notre civilisation humaine, mais on la développe d'une manière qui ne semble pas viable aujourd'hui. En quelque sorte, c'est parce que l'histoire qu'on s'est racontée n'était pas exactement la meilleure. On s'est raconté cette histoire de développement industriel qui allait améliorer, donner les meilleures conditions de vie de toute l'histoire de l'humanité. Je dis pas que c'est pas vrai, c'est peut-être faux, mais chose certaine, pour l'instant, quand on voit la planète bleue de l'espace, on se rend compte qu'on n'en a qu'une seule planète. Jusqu'ici, on n'a trouvé qu'une seule source de vie dans l'univers. Et ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'à tous les jours, on détruit, on consomme les ressources, on diminue la possibilité pour la vie sauvage de vivre. Et il faut réaliser, notre existence comme être humain dépend de la survie de la biosphère, de toute la vie. Et l'idée, c'est pas de dire « Ah, c'est de la merde, tout ça c'est de la merde, c'était n'importe quoi, c'était juste un mythe, on a embarqué dans des histoires de fous. » C'est plutôt de se dire, de voir qu'est-ce que c'était le sens de ça. Est-ce qu'on voulait pas partager une vie meilleure pour le plus grand nombre d'êtres humains? Est-ce que l'idée, c'était pas d'améliorer notre existence? Et si on se rend compte aujourd'hui que dans l'histoire qu'on s'est racontée, avec la consommation, si on se rend compte que tout ça a de la misère à tenir puis ne pourra pas durer dans l'avenir, bien, ce qu'on a à faire, en fait, c'est de se raconter une meilleure histoire. C'est de changer d'histoire. La fin de l'histoire n'est pas écrite. Et c'est à nous, comme êtres humains, d'arrêter de croire en certaines choses, comme par exemple, c'est la consommation matérielle, mon bungalow, mon skidoo, mon barbecue qui me rend heureux, et de voir comment est-ce qu'on peut changer nos modes de vie, développer des nouveaux modes de vie dans lesquels on va être tout aussi heureux, voire peut-être même davantage, se rebrancher à l'humain, se rebrancher à la nature, tout en continuant le développement de nos sociétés technologiques avancées. Mais pour ça, on a besoin de changer le récit, de changer la fiction qu'on se raconte, de changer le narratif. Et ça, c'est ensemble qu'on va le faire. Donc, si on cesse de croire en certains bouts de l'histoire et qu'on ensemble, on en invente une nouvelle, d'autres bouts de l'histoire, bien c'est ça, en fait, la puissance de la fiction. Et c'est comme ça qu'on pourrait peut-être faire mieux que dans les dernières générations. C'est peut-être comme ça qu'on va réussir à faire bifurquer l'histoire, qui, depuis des centaines d'années, ne semble pas nécessairement partie dans la bonne direction. En fait, maintenant, la dernière question qui se pose dans cette matière à réflexion, c'est « Et vous, dans quel mythe voulez-vous vivre? »